Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. Nous sommes dans une guerre hybride. Ok, please, give us a credit. Française, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. Nous sommes en guerre. Oui, c'est très exactement le 9 novembre 1970, la mort du général de Gaulle. Et c'est Pompidou, le président Pompidou, qui dit cette phrase magnifique, le général de Gaulle est mort, la France est veuve. C'était du temps, auditeur de Sud Radio, résistant de Sud Radio, où nous avions encore des hommes d'État. Et puis aujourd'hui, totalement écolo. Émission, alors écolo, vous allez comprendre. Mais nous ne sommes pas contre l'écologie, au contraire, nous sommes pour l'écologie. Mais les écologistes, c'est autre chose que les écologues. Alors on va parler de l'Allemagne. Eh bien l'Allemagne, ça va très mal pour les éoliennes. Et pourtant, l'Allemagne a investi des centaines de milliards sur les éoliennes. Eh bien, Fabien Bouglet, vous savez que nous recevons toujours avec plaisir, nous a expliqué à quel point aujourd'hui c'est la faillite. Nous voici en Germanie. Et pourquoi ? Et puis, nous allons recevoir la sénatrice Sylviane Noël à propos de le diagnostic de performance énergétique. Là, c'est quand même extraordinaire. Des millions et des millions de foyers et d'appartements vont être touchés, sont déjà touchés, et il faut quand même arrêter le massacre. Sylviane Noël en parle. Et puis, après les pères, les huées, bravo, nous allons recevoir Benoît Ritaud, un livre remarquable, un livre bombe, Mythes et légendes écologistes. Pourquoi en fait, comment et on peut, à la suite et depuis 50 ans, la science, ce qu'on appelle vraiment la science, a cédé le pas à la mythologie, au catastrophisme, et à la légende. Tout de suite, on en parle. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Alors je ne sais pas si nous irons pendre notre linge sur la ligne Siegfried comme on disait en 1914, mais eine Katastrophen en Germanie, en Allemagne. Oui, on va en parler. Imaginez-vous que l'annonce que Siemens Energy a perdu 34% en bourse. Pourquoi ? Éolienne. Schon éolienne? No. Nein, schön éolienne. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait... Vive le vent d'hiver, encore faut-il qu'il soit là, mais quand il n'est pas là, on en parle depuis longtemps, ça. Juste quelques mots. Alors, le groupe NRTG RWE, l'EDF allemand, met à terre 7 éoliennes. Pas parce qu'elles ne fonctionnent plus, mais parce qu'elles gênent l'extension d'une mine de lignite. Vous savez, le lignite, c'est le charbon. C'est ce qui fait le pire en matière de combustible fossile. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait fermé, vous savez, les centrales nucléaires. L'Allemagne a fermé la dernière centrale nucléaire avec perte et fracas. Ils étaient très contents. Et ben voilà. Et les panneaux solaires et éoliennes, il y en a près de 29 000. Je plante le décor en Allemagne. Problème ? Bah, vous le savez, Fabien Bouglet en a parlé plusieurs fois. L'électricité éolienne est totalement impossible à piloter. Parce que quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Et comme il n'y a plus de centrales nucléaires, on refait les centrales à gaz et le charbon. Fabien Bouglet, bonjour. Bonjour André Berkov. Alors, vous avez publié, je le rappelle et je le recommande évidemment, la nouvelle édition mise à jour 2022 de votre livre « L'éolienne, la face noire de la transition écologique ». Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand même assez hallucinant. L'Allemagne, c'était le pays pilote en matière d'énergie renouvelable, etc. Et puis ça y est, ça s'effondre à la bourse, de Siemens, etc. Je veux dire, on a besoin du ça y est, on refait avec plus de charbon. Et je crois que le ministre a dit, vous savez, ils avaient prévu de se passer du charbon d'ici 2030, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Le ministre des Finances allemand vient d'annoncer il y a quelques jours que l'échéance de sortie du charbon en 2030 s'éloigne fortement en Allemagne. Il faut préciser quand même une chose, André, c'est que l'Allemagne a fermé ses 3 derniers réacteurs nucléaires en avril 2023. Le lendemain, j'avais fait les calculs parce qu'on a un site qui s'appelle Electricity Map. Le lendemain, l'Allemagne, avec ses éoliennes couplées aux centrales au charbon, émettait 15 fois plus de gaz à effet de serre que la France. 15 fois plus.
Intéressant. Alors, c'est quand même l'hécatombe en Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne, qui se fait le paragon de l'écologie, nous sommes vertueux, la France est en retard pour ses énergies renouvelables. Non, la France est en avance. La France est leader européen des émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr. Et quand je dis leader, c'est-à-dire à les moins importantes émissions. Et pire, nous avons en France un record, c'est que nous avons pas du tout d'émissions de particules fines des centrales au charbon. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'Allemagne, qui nous a fait des leçons sur nos centrales nucléaires qui n'ont jamais connu de catastrophe en Europe depuis 50 ans, l'Allemagne, elle, en multipliant la production des centrales au charbon, tue, puisque les particules fines des centrales au charbon sont extrêmement mortelles, 100 morts par térawattheure produit. Depuis la catastrophe de Fukushima, en Allemagne, les centrales au charbon allemandes, j'ai fait le calcul, ce sont les chiffres de l'OMS, l'Allemagne a tué avec ses centrales au charbon 220 000 habitants européens. Et oui, parce que ça dépasse les frontières allemandes, il faut le dire. C'est pas comme le Tchernobyl qui ne franchissait pas les Vosges. Donc, et dans ce contexte-là, comme vous l'avez dit, eh bien, la filière éolienne allemande, mais pas simplement la filière éolienne allemande, la filière éolienne danoise, la filière éolienne américaine, la filière éolienne occidentale, connaît un krach boursier sans précédent. C'est pas seulement en Allemagne, vous dites. Non, que c'est toute... J'ai fait le calcul parce que j'ai publié un article dans le blog Factuel. C'est depuis 2020 15 milliards d'euros de pertes pour les 4 principaux fabricants européens et américains. Vestas, Siemens Energy, Vestas c'est le danois, Siemens Energy, Nordex et General Electric. 15 milliards en 3 ans. En 3 ans. Et Siemens Energy, qui est donc le premier fabricant d'éoliennes en Allemagne, va provisionner 4,5 milliards d'euros de pertes en 2023. Il s'est tourné vers le gouvernement allemand en disant aidez-moi. Aidez-moi, 15 milliards d'euros de garantie, à telle enseigne que même Siemens, qui est la maison mère de Siemens Energy, est obligé de vendre sa participation dans Siemens Energy à Siemens en Inde, à la filière indienne, pour éviter la contamination de la catastrophe. Et donc Siemens Energy a perdu 11 milliards. Non mais ce sont des chiffres incroyables. 11 milliards entre 2 baisses importantes, 33% en juin 2023 et tout récemment 25%. Donc c'est l'hécatombe. Et les éoliennes, rappelez-vous, il y a encore 2 ans, c'était l'avenir de l'humanité, l'horizon indépassable du temps béni. Oui, mais parce que en réalité, comme on a fait cette pseudo-transition énergétique qu'on a vendue avec l'Allemagne dans la Commission européenne, en fait, on a subventionné, et c'est ce que j'avais dénoncé depuis des années dans mon livre. En réalité, c'est un marché artificiel. Le marché de l'exploitation des éoliennes et de la fabrication d'éoliennes ne naît que parce que les États occidentaux ont mis des subventions dans ces éoliennes. Le problème, c'est que... Et des subventions énormes. Des subventions énormes. En Allemagne, 520 milliards d'euros. Et d'ailleurs, les Allemands ne sont pas tous, pour la transition énergétique. La Cour fédérale des comptes en Allemagne avait prévenu en 2021 dans un rapport, si on continue comme ça, on va avoir une explosion des factures et des coupures d'électricité. C'est exactement ce qui s'est passé. Et l'Allemagne, qui a dépensé plus de 520 milliards, comme je le disais, eh bien continue ces émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on peut toujours mettre des éoliennes supplémentaires dans le réseau. Oui, malheureusement, il n'y a pas de baisse d'efficacité des émissions de gaz à effet de serre. Elle multiplie les centrales à charbon. Ça y est, maintenant ça éolienne égale centrale à charbon. Ouais. Mais malheureusement, malheureusement pour les Allemands et heureusement pour nous, le Titanic éolien coule sous nos yeux. Siemens Energy a perdu 80% de capitalisation boursière. Moi, je dis aux actionnaires des différentes sociétés ou des fonds d'investissement verts, quittez le navire avant qu'il ait véritablement coulé. C'est le moment de vendre vos parts parce que il ne restera plus rien. D'ailleurs, Siemens Energy, dans les rapports d'activité de Siemens Energy, dit « Nous ne retrouverons pas l'équilibre avant 2026 ». Vous imaginez la catastrophe. Mais attendez, je ne comprends pas puisque le gouvernement allemand avait dit qu'on se passera de charbon d'ici 2030. Ils ont déjà corrigé, vous l'avez dit. Hein. Oui, mais le problème, il est simple, c'est que comme nous avons, rappelez-vous, mené des sanctions économiques à la Russie,
La Russie s'est vengée en menant des sanctions énergétiques à l'égard de l'Europe et a coupé le robinet du gaz. On se rappelle de Nord Stream. Et de ce fait, comme on a coupé le robinet du gaz, le gaz était essentiel pour l'Allemagne, puisque justement, elle compensait l'intermittence de ses éoliennes avec du gaz. C'est ce qu'avait fait Gerhard Schröder pendant 20 ans. Et elle ne peut plus maintenant que se retourner vers le charbon, puisqu'elle a décidé de manière dogmatique que le nucléaire c'était sale et mauvais et pas beau. Sauf que le nucléaire c'est propre, décarboné, et le ça coûte pas cher. CO2, voilà. Alors justement, Fabien Bouglet, quid de la France? Parce que apparemment en France, ces nouvelles, on continue quand même un peu partout des forages offshore ou d'éoliennes. La politique pro-éolienne apparemment continue en France. Oui, en France on est dans le déni. On est dans le déni. On est dans le déni. Vous savez, c'est le Titanic qui coule. Et en France, on est dans l'orchestre, on continue à se poser la question, comment on va accélérer l'installation d'éoliennes? Il y a actuellement un projet de loi... C'est plus près de toi, ma Pannier-Runacher. Voilà. Non, mais Agnès Pannier-Runacher, il faut lui reconnaître une chose, elle fait un formidable travail au niveau européen sur la relance du nucléaire et l'alliance du nucléaire. Oui, c'est vrai. Ça, c'est... Mais après, c'est pas elle qui est en cause, bien sûr, mais après avoir voulu, rappelez-vous Hollande, rappelez-vous Macron, première mouture, on voulait arrêter le nucléaire. Voilà, elle ne fait que subir la politique de ces 20 dernières années. En revanche, et je le répète, je le dis au gouvernement, vous allez partir avec l'eau du bain. À continuer à développer l'éolien qui est en train de devenir une catastrophe internationale digne des subprimes. Hein. On peut comparer à la catastrophe des subprimes sur les emprunts de pourris 2008. De 2008. Eh bien, le gouvernement, en continuant contre vents et marées à vouloir développer l'éolien, faire une loi d'accélération des éoliennes, faire les décrets d'application, il va y avoir à l'Assemblée nationale, et bien se retrouve dans la situation de continuer d'être dans le Titanic qui va couler, alors qu'il faut prendre les bateaux de sauvetage. Donc moi je dis au gouvernement, prenez les bateaux de sauvetage, arrêtez cette politique idiote d'installation d'éoliennes qui est en train de s'effondrer. Oui, ben enfin écoutez, il regarde comme nous, et mieux que nous peut-être, ce qui se passe en Allemagne. Ça ne leur inspire rien comme réflexion. Vous savez, mon livre « Éolienne, la face noire de la transition écologique » est sorti il y a 4 ans. Globalement, puis mon livre Nucléaire, les vérités cachées, globalement, j'ai constaté qu'une information qui était donnée chez vous, André Berkoff, rappelez-vous, on avait parlé de la guerre entre l'Allemagne et la France, qu'on a annoncé dans cette émission de Sud Radio, il faut 1 an à 2 ans avant une prise en compte. L'état profond est lent dans sa décision. Il faut une infusion. Donc j'ai bon espoir. J'aimerais que le gouvernement agisse plus vite. J'aimerais qu'il y ait cette prise de conscience qu'il faut arrêter, parce que pour la souveraineté énergétique de l'Europe et de la France, il faut absolument développer le nucléaire. C'est en cours, avec l'alliance du nucléaire en Europe, mais il faut arrêter les éoliennes intermittentes, parce que les éoliennes intermittentes nous contraignent, y compris en France. D'ailleurs, on a eu cette centrale à gaz qui a été installée à Landivisiau, à faire des approvisionnements en gaz naturel liquéfié américain et nous rendre dépendantes du gaz américain. D'ailleurs, nous achetons le gaz de schiste américain, comme chacun sait. Hein. Parce que nous achetons le gaz de schiste américain pour compenser le gaz naturel, le gaz gazoduc russe. Donc, si vous voulez, toute éolienne qui est installée en plus sur notre sol est un grain de sable dans la chaussure du nucléaire français. Et rappelons une chose importante, il n'y a pas de filière éolienne française. Et donc, quand on installe une éolienne en France, on contribue au déficit commercial de la France. Oui, qui n'est pas mal en ce moment. Donc, tandis que quand on installe une centrale nucléaire en France, eh bien, on produit de l'électricité en France, avec des emplois non délocalisables, avec une technologie française. Donc en fait, c'est extrêmement vertueux. Mais Fabien Bouglet, ça veut dire autre chose aussi, ce que vous dites, et ce que les nouvelles nous donnent. C'est quand même quelque part la fin d'une certaine Europe. Parce que, le fait que l'Europe, de ce point de vue, n'existe pas. L'Allemagne a décidé, elle seule, de fermer toutes ses centrales nucléaires. Tout à fait. Mais où est la politique énergétique européenne ? Eh bien, vous le soulignez, quelque chose de fondamental. L'Europe est née en 1957 avec 2 traités majeurs, la Communauté économique européenne, signée à Rome, et le même jour signée à Rome, la Communauté économique de l'énergie atomique. L'atome est lié à l'Europe, elle est consubstantielle, mais avec, je dirais, le rapprochement des Allemagnes après la chute du mur de Berlin, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu l'extrême gauche écolo qui sont venus pour imposer les éoliennes. En réalité, l'Europe,
c'est le nucléaire. C'était d'abord le charbon-acier et ensuite le nucléaire. Mais ça avait été un échec, le charbon et l'acier, et ça a été le nucléaire. L'Europe est basée sur le nucléaire. Or, ce qui s'est passé depuis 20 ans, ça c'est ce que j'écris dans mon livre, mon dernier opus, Guerre de l'énergie, c'est que l'Allemagne a infiltré la Commission européenne pour imposer l'Energiewende 2, c'est-à-dire cette transition énergétique basée sur les éoliennes, couplées au gaz, puis couplées au charbon. Et en fait, on se rend compte, parce que la bourse a toujours raison, rappelons que ces baisses boursières vont avoir des effets dans l'économie réelle dans un an ou deux. La main invisible du marché. Exactement. Voilà. Eh bien, ce qui se passe, c'est l'effondrement de la transition énergétique allemande en Europe, et c'est justement l'occasion pour la France de redorer son blason avec ce qui a constitué la base de l'Union européenne, le développement de l'énergie atomique dont nous sommes leaders et dont, je vous rappelle, les États-Unis essayent de nous imposer dans les pays de l'Est leur technologie américaine. Et donc là, il y a un véritable bras de fer qui se met en place et c'est absolument passionnant. Mais en tout cas, ces chutes boursières sont un indicateur précieux de ce que le Titanic éolien est en train de couler. Et merci Fabien Bouglet. Et n'oubliez pas qu'il n'y a même pas l'orchestre. Alors qu'au moins dans le Titanic, il y avait un orchestre. Merci. Voilà. Merci André Berkoff. Merci Fabien Bouglet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en politique énergétique et auteur de ce nouveau livre, Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. C'est aux éditions du Rocher. On va se retrouver dans un... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Vous êtes propriétaire d'un appartement, d'un logement, d'une maison. Vous êtes des millions et des millions à l'être. Mais attention, attention, le diagnostic de performance énergétique arrive. Il est déjà arrivé et ça va faire mal, très mal, à moins que... Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Si c'est une arnaque, mais franchement, on se pose des questions. On est très, très, très nombreux à se poser des questions par rapport à ce diagnostic de performance énergétique passé effectivement par les lois, passé dans la réalité, et il y a 8,5 millions de logements concernés. Alors, 2 sénateurs, Sylviane Noël et Cyril Pellevat, proposent une loi visant à réhabiliter radiateurs électriques dans le diagnostic de performance énergétique. Bonjour Sylviane Noël. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Vous êtes sénatrice de Haute-Savoie, chère à Francis Cabrel, en passant. Oui. Je ne sais pas si c'est vous la dame de Haute-Savoie, mais en tout cas, quelle belle chanson. Sylviane Noël, juste un mot. Je voudrais qu'on rappelle quand même aux auditeurs ce que c'est, même si on l'a déjà dit à plusieurs reprises, ce diagnostic de performance énergétique, et surtout sur quels critères on se base pour dire « Ah, vous ne pourrez plus louer, vous ne pourrez plus acheter, etc. » Alors, la loi climat et résilience du 5 août 2021, elle donne une note pour chaque logement qui va de A à G, donc les logements classés A étant les plus vertueux et ceux classés G les plus énergivores. Oui. Et donc, le calendrier fixé par cette loi interdit à la location et à la vente les plus mauvais logements, selon un calendrier qui va s'étaler de 2025 jusqu'à 2034. Donc, en 2025, ce seront les logements classés en G. Ça représente à peu près 2 millions de logements en résidence principale qui seront placés ainsi et donc interdits à la vente et à la location. En F, ce sera pour 2028. Ça représente là 3,100 millions de logements à peu près. Et puis enfin en E, en 2034, et là ce sera 6,5 millions de logements. On sera donc à 12 millions de logements qui seront sortis du parc locatif et de vente d'ici 2034. D'accord. Sachant qu'il y a déjà une très forte pénurie de logements en France. On s'attend là à une vraie bombe sociale dans notre pays. Oui, c'est hallucinant parce qu'on sait très bien que le nombre de Français mal logés déjà est d'un sur. Et alors, juste un mot, corrigez-moi si je me trompe, est-ce que c'est aux propriétaires, aux bailleurs, aux propriétaires plutôt, de payer ce qu'il faut faire, enfin je dirais, les corrections, les correctifs, les améliorations énergétiques ?
Oui, bien sûr, cela incombe complètement aux propriétaires, et cela dans un contexte, on le sait, particulièrement difficile, de crise économique, d'inflation, qui rend la réalisation de ces travaux extrêmement périlleuse, et puis elle n'est pas toujours possible non plus. Passer d'un changement, enfin passer d'un mode de chauffage plus vertueux, par exemple dans une copropriété, ça révèle souvent des difficultés très importantes, donc il faut également prendre cela en considération. Et alors justement, par rapport à ça, vous dites c'est très difficile, dans un contexte économique, vous avez raison de le souligner, qui est très précaire pour des millions de gens. Donc vous dites il faut corriger un peu ça en faisant rentrer dans ce diagnostic, notamment les radiateurs électriques. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, André. Je vais vous expliquer ce qui a conduit, ce qui m'a conduit à prendre cette proposition de loi, à déposer cette proposition de loi avec mon collègue Cyril Pellevat. C'est qu'on nous a alerté sur le fait que dans le calcul du DPE, on prend en compte l'énergie primaire. Et cette énergie primaire, elle pénalise gravement les logements anciens chauffés à l'électricité, puisqu'ils... C'est quoi, c'est quoi l'énergie primaire ? Alors, en fait, on distingue l'énergie primaire de l'énergie finale. Oui. L'énergie primaire, elle correspond à l'énergie disponible dans la nature avant l'intervention de l'homme. Il s'agit notamment du bois, du pétrole, du gaz avant toute transformation. D'accord. On parle d'énergie finale quand elle désigne l'énergie réellement livrée, consommée et facturée au consommateur. Donc, la distinction entre les deux, elle correspond à la perte d'énergie liée à la production, à la transformation, au transport de l'énergie, à son stockage ou encore à sa distribution. Ouais. Donc en pratique, la conversion entre les deux, elle dépend de la source d'énergie. Concernant le bois et le chauffage, le coefficient de conversion, il est de 1, c'est-à-dire qu'il faut 1 kWh d'énergie primaire pour fournir 1 kWh d'énergie finale. D'accord. Alors que pour l'électricité, il en va autrement, puisque là, on subit plus de pertes. Pour la production d'électricité, le coefficient, il passe à 2,3. Ouais. Ainsi, pour avoir 1 kWh d'électricité en énergie finale, il aura fallu consommer 2,3 kWh d'énergie primaire. Donc, c'est un petit peu technique, mais c'est ce qui a donc conduit le gouvernement à l'époque à imposer, à inculquer à l'électricité un facteur de 2,2 sur la consommation réelle affichée au compteur. Une hausse de 2,2. Enfin, oui. En fait, les logements anciens chauffés à l'électricité se voient infliger, de façon artificielle, un coefficient qui multiplie par 2,2 leur consommation réelle affichée au compteur, parce qu'on prend en compte justement l'énergie primaire. D'accord. Donc du coup, on voit que pour les logements chauffés à l'électricité, il y a donc ce facteur de 2,2 qui s'impose, alors que pour les logements chauffés avec d'autres énergies, comme le gaz ou le fioul, il n'y a aucune pénalité, bien qu'elles émettent d'importantes quantités de gaz à effet de serre. Oui, exact. Et pourquoi ces deux poids deux mesures? Parce que c'est ce que je vous expliquais, parce que tout simplement on prend en compte l'énergie primaire, et donc on considère que pour produire de l'électricité, il y a plus de déperdition, etc. Donc on multiplie par 2,2. Mais ce qui nous a fait réagir, c'est quand même que dans notre pays, on a une électricité quasi entièrement décarbonée, à plus de 90%, grâce à notre parc nucléaire, à nos barrages électriques. Ouais. Et pourtant, on voit bien que là, les logements chauffés à l'électricité seront fortement pénalisés. Ouais. Donc, je vais vous donner un exemple qui est très parlant, qui nous a été fourni par RTE, donc Réseau de transport d'électricité. Si vous avez deux logements identiques, avec la même isolation, la même ventilation, la même consommation d'énergie, l'un chauffé au gaz, qui émet du CO2, l'autre chauffé à l'électricité, avec des converteurs performants et donc décarbonés. Le premier logement chauffé au gaz, il va être classé comme performant en B ou en C,
alors que le second, il sera considéré comme médiocre. Ah oui, c'est ça. Et donc pénalisé et sanctionné. Voilà. Alors que le logement chauffé au gaz, il va émettre 227 grammes de CO2 par kilowattheure. Quand la maison chauffée à l'électricité, elle émettra 40 grammes de CO2 par kilowattheure. Oui, c'est très parlant. Donc, vous voyez qu'on est là dans une situation où on va artificiellement, on peut le dire, pénaliser très fortement les logements chauffés à l'électricité, qui représentent quand même une très forte proportion de logements en France. Mais c'est encore plus grave et hypocrite, Sylviane Noël, parce que d'un côté on dit il faut décarboner, on nous parle du matin au soir, ceci, et là, quand on a du décarboné, on dit oui, mais quand même, vous allez pénaliser pour d'autres raisons. C'est quand même... Absolument. Ouais. Et là, on aura un logement qui émettra 5 fois plus de CO2, qui aura un meilleur classement que le logement chauffé à l'électricité. Ouais, c'est quand intéressant. Même... Oui, c'est franchement excusez-moi l'expression vulgaire, d'un fauculisme tout à fait remarquable. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous En fait, notre proposition de loi, elle est très simple. Elle comporte un seul article qui propose tout simplement d'infliger au logement chauffé à l'électricité un coefficient de conversion qui est de 1, comme celui appliqué aux autres énergies, c'est-à-dire au fioul, au gaz, etc., pour que les logements chauffés à l'électricité ne soient plus artificiellement pénalisés par ce DPE. D'accord. Alors vous avez fait cette proposition, est-ce qu'elle va être elle va être prochainement examinée, mise aux voix, où vous en êtes de ce point de vue-là? Alors on l'a déposée il y a une quinzaine de jours sur le bureau du Sénat, donc pour le moment il n'y a pas d'inscription à l'ordre du jour. J'ai cru savoir que le ministre du Logement s'en intéressait. J'ai même eu l'occasion de l'interpeller pas plus tard qu'hier sur la question. Ouais. Donc pour le moment elle n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour, mais nous, dans un premier temps, l'essentiel, c'est déjà d'alerter sur cette situation, de la dénoncer véritablement, parce qu'elle va mettre dans une situation très inconfortable un grand nombre de propriétaires. Et puis, espérons qu'on arrivera, elle aboutira à faire évoluer les choses. Mais justement, alors, c'est l'élu que vous êtes, la représentante du peuple que vous êtes, Sylviane Noël, il y a quand même quelque chose d'étonnant, parce que quand vous savez, ça a été présenté, cette histoire de diagnostic de performance énergétique, mais c'est une espèce de, je ne sais pas comment dire, de gloubi-boulga, ou en tout cas de strat. Les gens, honnêtement, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler avec les auditeurs, ils n'y comprennent rien. Ils sentent que le coup près va s'abattre sur eux, mais comment, que et quoi? Est-ce qu'au niveau des collectivités locales, d'ailleurs, à votre information, est-ce que la pédagogie est faite? Est-ce que l'information passe bien? Avec cette de A et G, cette espèce oui, on peut dire de petite guillotine ou grande guillotine financière qui va tomber. Parce qu'il y a vraiment, en tout cas on le sent, les gens s'inquiètent et les gens ne comprennent pas grand-chose à cela, à ce qui se passe. Oui, je vous confirme, le calendrier me semble, pour ma part, particulièrement ambitieux dans ce contexte, je le répète, inflationniste, de difficultés économiques importantes pour un bon nombre de nos concitoyens. Il faut reconnaître que c'est un vrai parcours du combattant, parfois pour faire de la rénovation énergétique. Il faut non seulement pour obtenir les aides, qui sont particulièrement difficiles à obtenir, il faut également souvent faire l'avance de trésorerie. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir débourser 15 ou 20 000 euros pour pouvoir réaliser ces travaux. Et puis, comme vous le savez, je suis sénatrice, donc très en lien avec les élus locaux, et les élus sont particulièrement inquiets de cette situation. Vous savez, on est confronté aujourd'hui à un marché du neuf qui est quasi complètement à l'arrêt, en raison des fortes difficultés à obtenir des emprunts. On voit que le marché du locatif, sur lequel naturellement nos concitoyens se rabattent, il est fortement embolisé du coup. Il y a la loi climat et résilience qui va imposer le zéro artificialisation nette et qui l'impose déjà. Donc les élus sont extrêmement inquiets parce que ils voient que nos concitoyens ont sans cesse plus de mal à construire et à accéder à la propriété. Logement. Et puis, on voit bien que toutes ces réglementations qui nous arrivent en cascade
eh bien, elles vont nous mettre dans un entonnoir qui arrive très très rapidement. Donc, je pense qu'il faut réagir au plus vite avant qu'on soit dans une situation complètement critique. Mais vous savez, avant vous, nous étions avec Fabien Bouglet à propos des éoliennes, et nous allons recevoir Benoît Ritaud, un livre remarquable, Mythes et légendes écologistes. Justement, sur le côté, il ne confond pas écologisme et écologie, ce qui n'a pas grand-chose à voir, hélas. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, nous étions, vous l'avez dit vous-même, Sylviane Noël, nous sommes les champions en matière décarbonée, électrique. Vous savez que la France est maillot jaune en matière d'émissions de gaz à effet de serre, non seulement en Europe, mais dans une grosse partie du monde. Et en même temps, on sanctionne. Voilà, on sanctionne l'électricité, on a fermé, maintenant on rouvre les centrales nucléaires, on voit ce qui se passe, la catastrophe des éoliennes en Allemagne. Vous savez que la bourse s'est effondrée sur les fabricants d'éoliennes, et on a l'impression que nous, on regarde tout ça avec une espèce de plus ou moins inquiétante, peut-être pas cynique, mais enfin de passivité tout à fait préoccupante. Tout à fait. Et on voit que c'est essentiellement les classes moyennes qui vont en faire les frais. On le voit avec la mise en œuvre des ZFE dans les grandes agglomérations. On le voit aujourd'hui avec le DPE pour les logements. Voilà, c'est un tas de sujets sur lesquels on a l'impression que ces réglementations sont prises sans beaucoup d'études d'impact, dans un contexte qui est extrêmement compliqué pour nos concitoyens. Et je pense que l'écologie, il faut qu'elle soit d'abord acceptable pour pouvoir être mise en œuvre. Et aujourd'hui, elle est vécue comme une contrainte pour un grand nombre de nos concitoyens. Donc attention à ce qu'elle ne se transforme pas en bombe. C'est bien le problème. Merci beaucoup, Sylviane Noël, sénatrice des Hauts-de-Savoie. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans... Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h48 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec André Berkov et avec Angèle qui nous appelle depuis Marseille. Bonjour Angèle. Bonjour Angèle. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour à tout le monde. Voilà, je voulais réagir d'une part sur le problème des éoliennes, sur le problème de l'énergie. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est que sous prétexte du climat et de l'énergie, qui pour moi c'est des vastes escroqueries, on met en place des réglementations dans des tas de domaines qui vont à l'encontre des citoyens et transforment leur mode de vie. Non pas pour eux, non pas pour le climat, mais pour favoriser des fabricants, des sociétés. On favorise l'éolien, on favorise les voitures électriques, on favorise... il y a des tas de domaines qui sont touchés, c'est-à-dire que ils prennent les choses à l'envers. Ils se disent, on va s'en occuper, on va faire une réglementation, pour qu'eux fassent des bénéfices. Et je suis un peu en colère. Je vais le dire maintenant, parce que j'ai lu dans le journal de la Provence qu'il y a un amendement qui est passé avec le 49.3 qui dit que le livret A va pouvoir servir pour financer, dans le cadre de l'économie de guerre, les entreprises qui fabriquent des armes. Voilà. Donc là, j'ai vraiment des grosses boulasses, quoi. Voilà. Mais je comprends, vous n'êtes pas le seul. Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui sont très gonflés au niveau boulesque de ce que vous dites, Angèle. Mais je vais vous dire, d'abord, restez avec nous parce que nous allons recevoir Benoît Ritaud, qui est mathématicien et qui a écrit Mythes et légendes écologistes. En fait, c'est pas à l'envers qu'ils nous prennent. Non, c'est à l'endroit. N'oubliez jamais le fric. On fait ça parce que il y a un certain nombre de gens, pour notre bien, bien sûr, pour notre bien, c'est normal, hein, c'est le camp du bien. Et puis voilà, il faut que vous suiviez ça parce que c'est dans le bon sens et on voit les catastrophes. Mais vous savez, à un moment donné, il y a la morale aussi de la bourse. La preuve, c'est que les fabricants d'éoliennes, ça s'effondre à la bourse en Allemagne, mais de manière incroyable, y compris en Europe. À un moment donné, c'est assez paradoxal, la morale du marché joue. Peut-être ce n'est pas un mauvais mal. Enfin, pardon, ce n'est pas une catastrophe. Mais vous avez raison sur le fond. Autre sujet. Oui. Allez-y, Angèle, rapidement. Après, j'ai
fini. Oui. Il y a un autre sujet qu'il faudra que vous abordiez, excusez-moi, c'est leur soi-disant décentralisation. Et là, ils vont s'attaquer aux communes, aux conseils généraux, au conseil régional. Ils présentent ça comme de la décentralisation, alors que c'est de la recentralisation financière. Voilà, je dis juste ça. Non, mais vous savez, le marché, la main invisible du marché, on sait ce que ça donne. Merci Angèle. Je crois qu'on a aussi Claude. Oui, Claude qui nous appelle depuis Perpignan. Bonjour Claude. Oui, bonjour André Berkoff, et je salue Madame la sénatrice si elle est encore là, parce que ce qu'elle a dit tout à l'heure sur le diagnostic de performance énergétique est extrêmement important. Oui. L'amendement qu'elle présente est absolument nécessaire. Et je voudrais compléter l'explication qu'elle a donnée, parce qu'elle a donné une explication fort juste en disant, dans la transformation d'énergie qui produit l'électricité, il y a effectivement en amont des pertes. Alors, c'est vrai pour tout ce qui est production à partir du charbon, du bois, de la bagasse ou du nucléaire. C'est déjà pas vrai quand il s'agit de l'hydraulique. Par exemple, 1 kWh pris sur la Compagnie nationale du Rhône ou ailleurs, c'est 1 kWh sans perte en avant. Et puis, nous, on a un parc qui est essentiellement nucléaire à 70%. Tout à fait. Or, l'énergie primaire qu'on perdrait, c'est de l'uranium. Je veux dire, or l'uranium, on sait rien en faire d'autre que de l'électricité. C'est ça qu'il faut dire. Et ce sont les écologistes, en fait. C'est le lobby écolo et le lobby éolien qui se sont alliés pour convaincre les technos du gouvernement de dire non, là, il faut absolument tenir compte de l'énergie primaire, voilà. Voilà, merci, vous savez, et l'énergie primaire concerne assez souvent les primates. Non, je suis méchant là. On va pas faire ça. Merci en tout cas, merci à vous et merci aux auditeurs, merci aux résistants de Sud Radio. Vous êtes là pour nous rappeler l'essentiel. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du Jeanne Moreau, la merveilleuse Jeanne Moreau, c'est tu que j'aime tes mensonges. Vous savez qu'on l'avait reçu, les responsables du syndicat Liberté Santé, qui ont lancé une campagne et qui ont déclaré saisir la justice, en tout cas le Conseil régional de l'Ordre des médecins, d'Île-de-France cette fois-ci, contre 9 médecins de plateau bonimenteurs. C'est leur formulation. Alors, ils ont lancé la première sur le professeur André Grimaldi et la deuxième qui vient de sortir contre le docteur Karine Lacombe. Voilà. Alors, il porte plainte au Karine Lacombe. Je rappelle simplement les manquements d'après le syndicat Liberté Santé: abus de crédulité publique et pratique de charlatanisme, défaut aggravé de mesures et de prudence et non-respect de l'obligation de délivrer une information médicale loyale et honnête dans son expression publique, défaut de mise à jour de ses connaissances avant expression publique, non-déclaration de ses liens d'intérêt, je veux dire les liens d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques, bien sûr, dans le cadre de son expression publique, discrimination et manque de confraternité portant atteinte à l'honneur et à la probité de la profession. Voilà, c'est quand même pas rien de ce que le syndicat Liberté Santé accuse Karine Lacombe. Et il se fait que, il y a très exactement 3 ans, le 9 novembre 2020, vous voyez, c'était encore juste après le confinement, en pleine crise, je participais sur LCI à l'émission de David Pujadas et j'écoutais Karine Lacombe. Et regardez, on a sorti un extrait et vous allez voir la réponse de Karine Lacombe, elle vaut son pesant de cacahuètes. Écoutez. D'abord, vraiment, moi, ça me fatigue de voir Jérôme Salomon répéter son rôle de croque-mort depuis exactement 6 mois, et puis cette espèce de chose qui consiste à dire continuez, faites pénitence, sinon on s'en sort pas. D'abord, on n'a aucune preuve, excusez-moi, que le confinement a véritablement évité ces dizaines de... Il y a une coïncidence de date, pour le moins. Quand j'entends le président de la République qui dit dans quelques semaines, si on fait pas la modélisation, on aurait 400 000 morts, d'où il sort ce chiffre, 400 000 morts? Deuxièmement et surtout, et vous le savez comme moi, quel est l'âge médian des décès du Covid en France? Je parle du Covid et pas de la comorbidité. Entre 80 et 85. Voilà, très bien. 4,24, 4,25. C'est quoi l'âge médian de la mortalité en France? C'est quoi? Bien. Deuxièmement, le taux de létalité est à 0,5%. Ce que je trouve extraordinaire, c'est cette espèce de terrible gonflement de cette chose. Attendez. Je vais dire 0,15% de mortalité. 98% des individus ayant contracté le virus guérissent. 90% des gens qui sont morts avaient une espérance de vie de 1 an. Je veux dire, remettons un tout petit peu la réalité en face. Nous avons été
excusez-moi, manipulé par une espèce d'extraordinaire fantasme de pandémie, on nous présente comme une pandémie, et vous aussi, quelque chose qui est de l'ordre, excusez-moi, où est les pandémies, où sont les morts dans la rue, où sont les gens, qu'est-ce que c'est que ça? Et vous avez dit, Karine Lacombe, alors c'est vrai, vous avez, il faut porter le masque tout le temps. Alors vous, magnifique. Le masque, il faut le porter tout le temps. Matin, midi, soir, dans l'intimité, tout le temps. C'est comme ça qu'on va guérir. Karine Lacombe, soyons un peu sérieux. Pardon, mais André, la courbe, elle partait quand même très haut. Et là, on voit qu'elle amorce une baisse. Alors, c'est peut-être une coïncidence. C'est 15 jours-là que ça a changé. Allons. Bon. Allons. Karine Lacombe, le chiffre de 400 000 morts, non, mais si on n'avait pas reconfiné. On peut pas répondre. Enfin, je veux dire, Monsieur Berkoff, voilà, nous a lancé toute la théorie des complotistes. On va pas répondre là. Voilà. Monsieur Berkoff a lancé toute la théorie du complotiste. On va évidemment pas répondre à ça. C'était il y a 3 ans. Voilà ce que disait Karine Lacombe. Voilà ce que je disais à l'époque, évidemment, comme beaucoup d'autres. Ah, j'étais un sulfureux complotiste. Apparemment, appartenant à telle ou telle secte, voilà. Et aujourd'hui, c'est Madame Lacombe qui est traitée de bonimenteuse et attaquée devant le Conseil de l'Ordre. Alors moi, je ne prends pas parti. Je ne sais pas si Madame Lacombe a raison ou pas. Je sais que les conflits d'intérêts, il n'y a qu'à consulter le site Euros for Docs le dit très bien. Franchement, eh bien, écoutez, l'histoire jugera. Je crois qu'elle a déjà jugé. On va se retrouver dans... Ici Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. How dare you! Et dans le face-à-face aujourd'hui, André Berkoff reçoit Benoît Ritaud, enseignant, chercheur en mathématiques et auteur de ce nouveau livre qui sort le 15 novembre prochain, Mythes et légendes écologistes. C'est aux éditions de L'Artilleur. Bonjour Benoît Ritaud. Bonjour. Alors, je vous rassure, le cri que vous avez entendu n'était pas quelqu'un qui était dans Sud Radio en train de subir des assauts, pas du tout. C'était Greta Thunberg, le How dare you, qui a fait vraiment un malheur. Vous savez, How dare you, etc. Pourquoi? Parce que, écoutez, on reçoit Benoît Ritaud, et c'est un livre remarquable, je veux dire, qui sort le 15 novembre. S'il a un livre à lire sur les mythes et légendes écologistes, c'est le titre de l'ouvrage de Benoît Ritaud, lisez-le. Lisez-le vraiment parce que il aborde ce problème, il est mathématicien et essayiste, et il aborde au fond ce que nous avons vécu comme une espèce de fuite du réel. C'est-à-dire le réel, on ne veut pas l'avoir, on veut avoir la perception du réel, notre perception du réel. On dit un certain nombre de gens de par le monde, c'est-à-dire c'est quoi au départ? La formulation de départ, eh bien c'est la fin du monde. La fin du monde, c'est-à-dire en l'an 1000 aussi, on pensait que c'était la fin du monde, et bien ça continue, mais aujourd'hui ça a pris d'autres couleurs, Benoît Ritaud. Oui, tout à fait. On a réinventé la fin du monde en quelque sorte, et c'était effectivement cet angle-là qui m'a intéressé au milieu d'autres choses. Disons que les questions écologistes en général, il y a déjà beaucoup de gens qui se sont intéressés à l'aspect scientifique, au caractère déraisonnable, irrationnel. Oui. Vous avez parlé, je crois, aujourd'hui dans votre émission des éoliennes, donc qui ne réduisent pas les émissions de gaz à effet de serre, alors même qu'elles sont pensées comme une transition énergétique. Donc, on a tout un discours qui peut être démonté scientifiquement, mais on le fait depuis très longtemps, il faut le faire bien entendu, mais ça ne suffit pas. Ça ne parvient pas. Change pas voilà, ça ne change pas les discours des personnes en vue, des éditorialistes, des décideurs, de ceux qui font profession de penser et nous expliquer ce que nous voulons penser. Et donc, on doit aussi, face à ce discours, s'intéresser à un autre terrain qui est celui mythologique, au sens vraiment premier du terme. C'est pas juste une façon d'être méchant et de dire qu'il se trompe, c'est vraiment de la mythologie, une nouvelle mythologie qui s'installe, c'est-à-dire quelque chose qui relève de la croyance. Et pas du tout de la connaissance, de la compréhension des phénomènes et de la science. Donc la science, face à la croyance, elle ne peut pas grand-chose, on le sait bien. On peut donner des arguments rationnels, mais face à quelqu'un qui est dans le mythe, hein, c'est la fameuse, la classique opposition entre le logos et le mythos, qui a été faite par les Grecs, donc le savoir et le mythe. Si vous essayez d'attaquer le mythe en parlant science, vous n'irez nulle part. Donc il fallait aussi investir ce terrain-là. Ça, parce que justement, et ça contribue à faire avancer les choses, à les clarifier. Mais alors ce mythe, comment il est né? Ce mythe ce mythe écologiste de la fin du monde, du climat, du bien et du mal, de la catastrophe si on ne fait pas telle ou telle chose, et ça date il y a 50 ans et un peu plus de 50 ans, effectivement. Racontez comment c'est né ça, comment ça se passe?
Alors ça a été à la convergence de beaucoup de choses, et je pense que cette peur-là qui continue à nous habiter, c'est un héritage de la guerre froide. D'accord. La guerre froide a été une occasion nouvelle d'avoir peur de la fin du monde, et qui là pour le coup était une vraie la guerre froide, la guerre atomique, la peur de la guerre nucléaire. Là pour le coup c'était une peur tout à fait rationnelle, et c'est pas parce qu'elle n'est pas arrivée qu'elle n'était pas inquiétante. On a un peu oublié aujourd'hui ce que c'était, mais ceux qui l'ont vécu, moi je l'ai vécu, j'étais encore un peu jeune, mais on était complètement, enfin chaque jour on était inquiet. Oui, parce que le nucléaire c'était la fin du monde. Et envisageable, hélas. Voilà. Oui. Et donc, il y a à ce moment-là, pendant la guerre froide, il y a un double discours inquiétant qui est porté, qui est sur la fin du monde causée par la guerre atomique et la fin du monde pour des raisons environnementales, déjà. Ça commence dans les années 60, notamment un des grands précurseurs de ça, c'est un livre de Rachel Carson, qui s'appelle Silent Spring. Le printemps silencieux. Le printemps silencieux, voilà. Donc, qui annonce que la pollution, elle visait principalement le DDT, mais pas seulement, donc la pollution des sols par des composés chimiques allait faire qu'il n'y aurait plus d'oiseaux et qu'au printemps on n'entendrait plus chanter les oiseaux. C'était ça le printemps silencieux. Donc c'était déjà très très poétique. C'est les années 60. C'est le début des années 60 et c'est la première fois qu'on commence à parler d'environnement, enfin qu'on commence à avoir vraiment peur. C'est un gros succès à une échelle globale. D'accord. Et puis va s'installer au-delà de ça, un récit fondateur qui ne va plus bouger et selon lequel l'homme, par sa propre puissance, est en train de détruire la planète. Oui, c'est là où on dit, voilà, c'est l'homme qui détruit la planète. Voilà, ça c'est nouveau. On n'a pas inventé la fin du monde à ce moment-là, mais on l'a réinventé en quelque sorte. Jusque-là, la fin du monde, c'était plutôt des peurs religieuses. C'était Dieu qui allait nous punir. Ça peut être au 19e siècle aussi des peurs qui commencent à devenir scientifiques. On a peur de la comète, par exemple, au 19e siècle. C'est le grand jeu. Hein, les comètes qui vont polluer l'air. Il y a cette histoire-là. Mais ça reste, disons, c'est plus scientifique déjà, mais ça reste extérieur à l'homme. C'est pas l'homme qui est responsable des comètes. Et à partir du milieu du XXe siècle, l'homme a acquis une telle puissance à ses propres yeux qu'il n'y a que lui qui soit à la hauteur pour faire la fin du monde. C'est là il y a le club de Rome, croissance zéro, etc., qui commence à arriver. Oui, alors là, c'est fin des années 60, début des années 70. On a donc ce mythe-là de la fin du monde créé par l'homme pour des raisons environnementales. L'homme va détruire le monde. Voilà, l'homme va détruire le monde. Enfin, l'homme est on dirait, à la veille de l'effondrement écologique du monde. Ça. Hein, et la veille, et il est la cause. Oui, la veille est la cause, tout à fait. Donc c'est le mythe fondateur qui n'a pas bougé. Et il n'a pas bougé depuis. Il n'a pas bougé du tout. Et on retrouve vraiment, quand on regarde les textes qui sont écrits à cette époque-là, ils auraient pu être écrits hier ou ils seront écrits demain, les mêmes. Ce qui change, c'est la forme la plus extérieure des choses. Comme une bonne franchise hollywoodienne. Hein. Vous regardez, je sais pas, Mission Impossible. Hein, oui, Mission Impossible 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai rien contre ça, j'adore ça, j'y vais avec mes enfants, c'est très bien. Mais comment ça fonctionne? Quel est le ressort d'une franchise comme celle-là? Eh bien, c'est toujours la même histoire, fondamentalement. Vous avez toujours le compte à rebours avant que la bombe explose, vous avez les courses-poursuites, vous avez les grands méchants. Mais pour que quand même les gens continuent à aller le voir, on change ça se passe plus à Paris, ça se passe à Londres. Sur le plan écologique, ça se passe comment? Sur le plan écologiste, eh bien, nous sommes à la veille du monde, de la fin du monde, causée par, et donc à la fin des années 60, c'est la surpopulation. Grand jeu, donc c'est Paul Ehrlich qui lance ça, la bombe P, gros succès de librairie. Les humains sont trop nombreux, donc ils vont épuiser la Terre et ça va être la catastrophe. Ensuite, nous sommes à la veille de la catastrophe écologiste à cause de la pollution. On l'a eu avec déjà Rachel Carson et avec la croissance. Donc ça, c'est le club de Rome, effectivement. C'est l'épuisement des ressources. Donc ça, c'est la naissance de l'idée que le monde devient non seulement petit. On a ces premières photos de la Terre vue de l'espace qui donnent l'idée que la Terre est petite. C'est complètement idiot, c'est juste que la photo est prise de loin, c'est tout. Mais à ce moment-là, l'esprit l'air du temps fait que ça devient un symbole. Oh, c'est une petite boule de rien. C'est un tout petit machin, exactement comme un enfant va mettre la tour Eiffel entre ses deux doigts et s'imaginer qu'il peut l'écraser en écrasant ses deux doigts. Et donc le monde est non seulement petit, mais il devient étroit. On commence à avoir peur de tout consommer le monde par notre croissance exponentielle dans un monde fini, et ça va finir par exploser. Ensuite, on a la période pluie acide.
Ah oui, alors les pluies acides, on l'a un peu oublié celle-là. Ceux qui n'étaient pas, enfin, les plus jeunes d'entre nous n'ont pas connu les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais ça a été pendant plusieurs années une peur assez effrayante. On avait vraiment peur que la pollution faisait que les pluies allaient détruire les forêts et ça allait être une catastrophe qu'on présentait comme globale. On a eu aussi le trou dans la couche d'ozone. Bien sûr. Donc là, c'est quelque chose sur lesquels il faut être un peu plus prudent quand on en parle de mythes, mais ça a été aussi une bonne façon de se raconter la fin du monde. Donc l'ozone est en train de disparaître et on va être tous grillés par les ultraviolets. Et à partir des années 2000, le nouvel épisode, c'est le climat. Alors on va en parler, le climat, on va en parler juste après cette petite pause. Attention, le climat arrive, c'est la fin. Et Benoît Ritaud aussi, qui a écrit Mythes et légendes écologistes aux éditions de l'Artilleur. Vraiment un livre à lire et à prendre le temps, parce qu'on voit un peu la dimension de l'abîme, de l'abîme qui sépare les fantasmes du réel. Et justement, on a parlé des pluies acides, on a parlé de la surpopulation. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, il faut réduire absolument la population, de Bill Gates à d'autres. Et en l'an 2000, enfin à peu près, disons le 21e siècle, on l'aborde alors là, et puis qui nous occupe toujours le grand moment, le climat. Ça devient vraiment comment défendre ce changement climatique, réchauffement climatique, etc. Benoît Ritaud, voilà. Donc effectivement, le climat a réussi à être, c'est le meilleur épisode de la franchise. On parlait tout à l'heure des différents celui-là, il a vraiment bien marché. Très réussi. Voilà, très réussi. La surpopulation, on en parle un peu de loin en loin, effectivement, avec ce petit racisme ordinaire, sous-entendu, il y a trop d'Africains. Enfin, il y a toujours un peu ça. C'est le racisme écologiste bien pensant qu'on voit souvent. Nous, ça va de notre côté, mais qui n'est pas nouveau d'ailleurs. On le voit déjà dans les années 70. Mais bon, malgré tout, c'est presque un produit dérivé maintenant du climat. Le climat, c'est fait le grand agrégateur de tous les problèmes environnementaux et même au-delà. Et on en est à dire que s'il y a des réfugiés ou des migrants, c'est le climat. La crise économique, c'est le climat. C'est le poumon de Molière. On vous donne le spectre des réfugiés qui vont arriver du Sud, réfugiés climatiques. Voilà. Donc c'est le nouveau poumon de Molière. C'est l'alpha et l'oméga de tous les problèmes qu'on a. Et faut dire que ça marche assez bien, ça a été bien pensé. Le climat, effectivement, a un certain nombre de particularités, ça nous concerne au quotidien, donc c'est toujours possible d'en parler. Il y a toujours ici ou là, malheureusement, une catastrophe. On parle des inondations qui en ce moment dans le Pas-de-Calais, il y en aura d'autres, évidemment. Les feux de forêt, on a toujours une bonne raison il y a toujours moyen de montrer une image choc qui va faire réfléchir. Vous avez vu quand même, juste un mot, je voudrais vous parler de ça, c'est très intéressant. Les mêmes températures cet été à la télévision, on montrait une France verte. Aujourd'hui, avec les mêmes températures, on montre une France rouge. Brûle. C'est-à-dire que là, on est dans ce qui se passe effectivement dans un certain nombre de médias institutionnels, pas forcément publics, mais institutionnels, c'est-à-dire installés, qui est respectable, considéré comme respectable, où les journalistes, ou dans les rédactions, disons, le but du jeu n'est plus d'informer, ou de décrypter, ou de donner la parole aux uns aux autres, mais d'éduquer. J'ai entendu le mot l'autre soir, il y avait un reportage sur France 5 qui est passé donc sur les vilains menteurs climato-sceptiques que nous sommes, moi et d'autres, et le débat à la fin disait il faut éduquer. Vraiment, c'est le terme. C'est-à-dire qu'ils se prennent pour des enseignants, quoi. Il faut, les gens, on veut bien discuter, mais mais à la fin, il faut qu'on ait raison, il faut qu'on fasse ce qu'on dit. Benoît Ritaud, attendez, avant d'arriver au camp de rééducation, quand même. On n'en est pas là, mais effectivement, il y a des moments où on doit reconnaître qu'il y a quelque chose comme un totalitarisme doux qui essaye de se mettre en place. Ça se voit notamment avec tous les petits efforts qu'on nous demande pour sauver la planète, tout le temps. C'est tout le temps des petits gestes. Et si on écoute tous ces petits gestes, eh bien, à chaque minute, vous devez vous demander ce que vous faites. Quand vous vous habillez, quand vous mangez, quand vous vous déplacez, quand vous partez en vacances, quand vous allumez la lumière, que vous l'éteignez, quand vous tournez le robinet, à chaque minute, vous êtes censé vous poser la question. Donc ça c'est vraiment totalitaire parce que ça implique un changement de son être profond, pas juste je fais ce qu'on me dit puis le reste ça va. Mais Benoît Ritaud, juste un mot. Je discutais hier, j'étais chez des amis et leur fils qui a 20 ans. Et disait oui mais moi alors on disait mais voilà je vais aller et il dit mais comment tu vas y aller, c'était en Amérique du Sud. Ah mais j'y vais pas, en tout cas je prendrai pas l'avion, jamais. Pourquoi? Parce que sauver la planète, donc je prends pas l'avion.
C'est-à-dire, ça y est, c'est intériorisé chez certains, quoi. Chez certains, alors la jeunesse a effectivement un peu plus peur de ça que la moyenne de la population. C'est notamment, je pense, parce que à l'école, aujourd'hui, les programmes scolaires d'enseignement sont... c'est consternant de regarder les programmes d'enseignement. Il y a même un module qui est proposé dans les programmes officiels, c'est art, climatologie et... Enfin, histoire de l'art et climatologie. Je sais plus. On arrive. Le but du jeu, c'est de mettre l'environnement partout dans toutes les matières enseignées. Donc ils en ont tout le temps s'ils veulent. Alors tout le monde, évidemment, n'est pas dupe, y compris chez les enseignants. J'en ai beaucoup qui me disent, moi, j'aimerais bien pouvoir leur apprendre quelque chose plutôt que de les formater. Mais voilà, il y a une vraie pression pour que ce soit pour que ce soit diffusé. Et on commence maintenant à l'université aussi à vouloir obliger à ce qu'il y ait des formations pour tous les étudiants, quelle que soit leur spécialité, à avoir encore et encore. Et ça, c'est au niveau mondial, Benoît Ritaud, d'après ce que vous dites. Alors, mondial, en tout cas, une partie du monde, peut-être occidentale plus. Principalement occidental, c'est ça. Là, pour le coup, c'est une maladie de l'Occident, si on veut aller vite. Les autres aires civilisationnelles ou culturelles s'en fichent pas mal. Quand ils s'en occupent, c'est quand il y a éventuellement de l'argent à gagner, parce qu'on a promis à certains pays de leur donner de l'argent. Et évidemment, on ne leur donne pas, ou on le ponctionne sur autre chose, on repeint en vert des crédits qui servaient avant à faire des hôpitaux et des écoles. Je caricature un peu, mais c'est l'idée générale, c'est des glissements comptables. Mais ça, eux, ça les intéresse pour ça. Donc le climat est au centre de l'affaire, enfin est au centre des préoccupations, est au centre de... c'est ça qu'il faut faire, sinon on est fichu. Voilà, donc ça sert, pour en finir éventuellement sur les pays les uns et les autres, ça sert de néocolonialisme vert. C'est-à-dire qu'on est en train de dire aujourd'hui à l'Afrique, non, vous ne devez pas utiliser votre pétrole, vous ne pouvez pas, et les frigos, vous n'en avez pas besoin. Donc on les empêche d'utiliser leurs ressources, alors que nous, c'est comme ça qu'on s'est développé. On refuse de leur financer des choses dont ils auraient besoin, par exemple des centrales au charbon, des centrales à gaz, qui seraient très faciles à faire, bon marché, et donc on leur interdit l'accès à l'électricité. Et donc on s'étonne après que ça fait des millions de morts chaque année à cause de la pollution. Parce que les millions de morts de la pollution, on voit toujours ça avec la photo du périphérique à Paris. Les vrais millions de morts de la pollution atmosphérique, c'est en Afrique, en Asie du Sud-Est, toutes les familles qui n'ont pas accès à l'électricité et qui, pour chauffer leur nourriture ou pour chauffer éventuellement, utilisent du bois à l'intérieur des habitations, du bois de mauvaise qualité, qui émet des particules dans la maison et qui tue. Enfin, c'est l'OMS qui le dit. C'est des millions de personnes chaque année. C'est ça la vraie pollution. Elle est là. Et la solution à ce genre de choses, c'est l'accès à l'électricité. On sait le faire, on saurait le faire. Pourquoi pas les centrales nucléaires aussi? Alors, les centrales nucléaires, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que là, ça demande vraiment une expertise particulière. Il y a aussi là, on peut discuter éventuellement pour les centrales nucléaires, mais ce serait pas si difficile de financer des centrales au charbon ou des centrales à gaz. En plus, il y a les ressources minières là-bas, et on l'interdit. Ça n'est plus possible aujourd'hui de financer ça. Mais alors, tout ça, c'est au nom de quoi? C'est au nom d'une eschatologie. Quand je dis une eschatologie, il faut sauver la planète, il faut sauver l'homme, et il y a une véritable inquisition quand même qui s'est installée. En tout cas, chez nous. Ça devient c'est devenu ce qui était une pensée dominante est devenu une pensée unique, une pensée obligatoire, et c'est très difficile de faire entendre une voix dissonante. Et ça peut être risqué, et certains ont perdu leur emploi pour l'avoir fait. Oui, vous racontez dans votre livre plusieurs personnes en Amérique, plusieurs exemples. Ici, plusieurs exemples. On a des exemples assez nombreux. Vous pouvez donner un exemple, par exemple un exemple assez emblématique qu'on a connu ici, c'était Philippe Verdier, qui était le directeur du service météo de France Télévisions, qui a écrit un livre qui était même pas même pas climato-réaliste, même pas contestataire du réchauffement ou quoi. C'était un livre qui portait sur l'hypocrisie des politiques climatiques. C'est un livre qu'il a sorti juste avant la COP 21, la fameuse COP de 2015 qui a débouché sur l'accord de Paris et qui a été licencié par France 2. Il raconte dans l'édition suivante, l'édition poche de son livre, comment ça s'est passé. Il a perdu son travail pour... Alors, on a trouvé une bonne raison, évidemment. On a trouvé comment le virer, alors que ça avait été le seul à dire qu'il avait été anormal que
que tous les journalistes météo étaient convoqués par Laurent Fabius au Quai d'Orsay, Laurent Fabius était à l'époque la présidente de la COP, et il avait dit à tous les journalistes météo, ce serait bien que vous parliez un petit peu de climat, comme on était en fait revenu du temps de l'ORTF et cette fameuse séquence vidéo qu'on a tous vue du ministre de l'information du gouvernement qui vient à la télévision expliquer que, enfin la chaîne unique, qui avait dit on va réformer l'organisation de la rédaction d'information. Donc on croyait que c'était fini, mais pas tant que ça. Et pour ça, il a perdu son emploi. Il y a des scientifiques aussi à qui c'est arrivé. Donc un exemple aussi encore plus dramatique en l'occurrence, c'est Peter Reid, qui est australien. Alors lui, c'est un spécialiste de la Grande Barrière de Corail. Et il a dit, horreur, il a dit, la Grande Barrière de Corail ne va pas si mal, il faut arrêter de se faire peur, les données qui prétendent le contraire sont des données qui ne sont pas fiables, et bon, en gros... Il y a combien de temps, ça? C'était il y a 4 ans, je crois, c'est 2018. Il l'a dit, et son université l'a viré pour faute morale parce qu'il avait critiqué sa propre institution, alors qu'en réalité, bien sûr, un chercheur, il existe pour un chercheur ce qu'on appelle la liberté académique, il peut parler librement de sa recherche. C'est fait pour chercher. C'est fait, voilà, il y a besoin de liberté académique, et là, évidemment. Excommunication. Et il y a d'autres exemples, plus ou moins graves, mais plus ou moins représentatifs de là où on est, et qui ont aussi... faut pas oublier que ce genre d'exemple, ça sert d'avertissement pour tous les autres. Bien sûr. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, l'autocensure est massive. Bien sûr. On va en parler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. On est toujours avec Benoît Ritaud et avec vous au 0826 300 300. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio. 13h31 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Benoît Ritaud qui vient nous voir aujourd'hui pour son nouveau livre Mythes et légendes écologistes aux éditions de l'Artilleur. Ça sort mercredi prochain. Alors justement, Benoît Ritaud, parlons un peu. Alors on parle de cette grande peur, la grande peur de la fin du monde. Puis il y avait la dépopulation, la mort de l'homme, les pluies acides, le climat, évidemment le climat depuis 20 ans et un peu plus. C'est l'horizon indépassable de notre temps. Et puis quels sont, parce qu'il y en a des revues, des institutions scientifiques, des réunions comme la COP, des grands comités comme le GIEC et tout. C'est-à-dire que nous avons vraiment, mais à travers le monde, une pléiade, des milliers d'associations, d'institutions, de lobbyistes, très bien, qui nous disent attention, attention, à part de vous dire faites quelque chose pour la planète du matin au soir, du soir au matin, très bien, mais qui sont là et qui quand même disposent de moyens non négligeables. Oui, il y a des gros moyens maintenant. Donc c'est un peu une mythologie auto-entretenue, parce que comme il est de bon ton de s'afficher sauveur de planète, eh bien vous allez avoir tout un tas de philanthropes, d'entreprises qui vont vouloir s'afficher D'ailleurs, il n'y a plus une entreprise qui ne dit pas nous respectons le développement durable, etc., etc. Il faut le mettre, c'est dans la charte de l'entreprise. Oui, voilà, on parle du profit, on parle du développement durable. Voilà, ça devient le passage obligé. C'est donc une forme de nouvelle religion, si on veut, et si on n'est pas dans la nouvelle religion, on est de côté avec tout ce que ça peut impliquer de difficile. Donc il y a toute une nébuleuse effectivement d'intérêts plus ou moins convergents, de bonne volonté. Je crois qu'il y a beaucoup de gens parmi tous les écologistes qui veulent sauver le climat, tous ceux qui ont manifesté avec Greta Thunberg, la plupart sont sincèrement inquiets, ont envie que l'environnement et la planète se portent bien, et on le veut tous, on est d'accord là-dessus. Ils sont de bonne foi, et je pense qu'il y a une grande majorité de gens qui sont de bonne foi. Ce qui empêche, je pense, une certaine prise de conscience, enfin jusque-là, maintenant la prise de conscience commence à se manifester, les derniers sondages le montrent assez bien, aussi bien en France qu'aux États-Unis, c'est le fait que c'est la science. On a invoqué la science. Et la science, c'est quelque chose qui n'est pas très bien compris, y compris par certains scientifiques. D'ailleurs, on peut être bon scientifique et pas forcément avoir réfléchi à ce que c'est que la science en tant que telle, et comment ça marche, comment ça se structure. C'est quoi la science en tant que telle, si on peut la définir? Il faudrait des livres entiers pour la définir, et en tout cas, on peut voir, à travers de beaucoup de discours, ce que la science n'est pas. Oui. Plutôt, et comment elle est invoquée d'une façon qui ne devrait pas. Par exemple, au nom de la science. Ce qui est très frappant à chaque fois qu'on invoque la science, c'est qu'on donne assez peu
d'éléments tangibles qui soient très clairs sur ce qui se passe. Donc c'est toujours un peu les mêmes. Oui, il fait un peu plus chaud, il y a plus de CO2. C'est vrai. On parle des évolutions climatiques qu'il y a toujours eu. Encore qu'en France, on est maillot jaune. Hein, on émet le moins de CO2 de toute l'Europe. Oui, hein, bien sûr. Bon. Mais on va pas très loin parce que la science, en fait, c'est des chiffres, c'est des courbes. On va pas comprendre. Alors on laisse les experts penser à notre place. On laisse les scientifiques penser à notre place. Et donc. Comme il s'agissait de, disons, comme on a une mythologie qui a essayé de s'imposer, une sorte de religion qui a essayé de prendre du pouvoir, pas forcément seulement un pouvoir économique, mais aussi un pouvoir moral. Ouais. Il y a aussi ça, l'idée de ce qui est bien et ce qui est mal. Bien sûr. Eh bien, on croit pouvoir utiliser la science pour dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et les scientifiques qui sont plutôt là pour dire ce qui est vrai et ce qui est faux, sont mal armés, en vrai, pour étudier le bien et le mal. C'est pas leur boulot. C'est-à-dire qu'on demande aux scientifiques de faire de la morale et on demande de la morale d'être scientifique. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, on a un mélange des genres qui n'est pas le premier dans l'histoire. On a bien des cas où on essaye d'utiliser la science pour dire le bien et le mal, et à chaque fois ça se fait au détriment de la science. Et notamment, on a beaucoup aujourd'hui, l'argument qui est donné, c'est le consensus. C'est l'argument phare, qui est faux pour deux raisons. D'abord parce que il est faux du point de vue intellectuel, parce que un consensus en science, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, c'est-à-dire la majorité est d'accord c'est vrai. La science, ça se fait pas à l'applaudimètre. On n'a pas dit à Einstein qu'il avait raison simplement en votant. On lui a dit qu'il avait raison parce qu'on a fait des expériences, parce qu'il a démontré ce qu'il a fait. C'est comme ça que ça se passe. Et bien souvent, on a des exemples de consensus qui se renversent. Et au-delà de ça, en l'occurrence, on n'a pas affaire à un consensus. On a affaire à quelque chose qui s'apparente à un cartel de recherche, selon la dénomination qui a été proposée par un chercheur américain, Henry Bauer, qui a publié un article en ce sens en 2003 ou 2004, je crois. Donc il a proposé la notion de cartel de recherche. Il parle un petit peu du climat dans son article, mais c'est pas le sujet central. Son sujet central, c'est plutôt les laboratoires pharmaceutiques. Et il dit les laboratoires pharmaceutiques, c'est le bon exemple, c'est ça qui l'intéresse vraiment, de cartel de recherche. C'est-à-dire quelque chose qui se produit quand vous avez un savoir qui est extrêmement spécialisé. Pas beaucoup de gens qui peuvent disposer de toutes les données, disposer de la méthodologie, des moyens pour travailler, et que le savoir en question a une importance considérable. Donc pour les laboratoires pharmaceutiques, c'est plutôt une importance économique, et pour le climat, c'est plutôt une importance sociétale, de morale, de choses à faire, d'orientation politique qui sont à prendre. Et donc quand vous avez la réunion de ça, un très petit groupe capable de comprendre sur un sujet très important, eh bien il peut se constituer en un cartel, c'est-à-dire que le monopole qu'il a sur le savoir fait qu'il va se considérer comme propriétaire de ce savoir, alors qu'en réalité, les scientifiques et les spécialistes sont dépositaires, mais ne sont pas propriétaires. Et donc, en tant que propriétaires du savoir, ils se mettent à dire qui a le droit de parler, qui ne peut pas parler. Si vous voulez entrer dans le... C'est ce qui est arrivé pour le Covid, hein. Toute la gestion du Covid, quand même, en partie. Ce serait encore... Bon, ce serait tout autre chose. Mais c'est arrivé, enfin, c'était... Mais quand vous dites propriétaire du savoir, en même temps, parlons du climat, de ce qui était pour le climat. Certes, il y a eu une espèce de consensus, et vous en parlez très bien, mais il y a eu aussi des oppositions. Mais oui, en fait, il n'y a pas de consensus. Il y a un cartel de recherche qui est en position de décider qui peut parler ou pas. Si vous voulez aujourd'hui, si vous voulez faire une thèse en climatologie, je vous conseille pas d'émettre des doutes, de poser des questions. Vous n'aurez pas de poste, vous n'aurez pas de crédit, vous ne pourrez pas continuer. Vous voulez l'université ailleurs. Donc, donc là, il y aura besoin d'un vrai changement à cet égard. C'est ce que dit Peter Reed, dont je parlais tout à l'heure, au sujet de la grande barrière de corail. C'est clairement, on a un vrai problème avec ça. C'est que maintenant, le cartel, il tient bien et il lâchera pas le morceau facilement. Ce sont des lobbies, quelque part. Alors, lobby, oui, on peut utiliser ce mot. Il y a de l'économie derrière. Regardez les éoliennes et compagnie, c'est des milliards et des milliards. Alors ça fait partie d'un autre volet, effectivement, c'est un complément. Le cartel de recherche, c'est plutôt dans le monde scientifique. J'ai compris. Qui n'est pas plus intéressé à ça à l'économie. Les scientifiques, en général, ils sont pas plus vénaux que ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais au-delà, effectivement, il y a ce que Rémi Prudhomme a appelé un complexe climato-industriel. C'est ça. Qui va au-delà de la science, qui là effectivement concerne des industries, des entreprises, donc effectivement l'industrie de l'éolien, mais pas que. Vous avez toute l'industrie du greenwashing, y compris dans les banques et dans les placements vertueux, et donc ça prend des formes qui sont très diverses et qui effectivement accompagnent le mouvement, renforcent la. Il y a quand même une extraordinaire opportunité économique, disons-le, pour un certain nombre de gens. Je dis pas, je fais pas de morale là, mais je constate. Oui, c'est-à-dire que
Mais ça, disons, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire, dès qu'il y a une situation, il y aura quelqu'un qui saura en profiter. Et là, il y a quelque chose de très bien, donc qui permet de faire du business et qui permet en plus de s'afficher vertueux. Donc, on peut comprendre qu'il y a pas mal. Mais ils le font souvent au nom de la science aussi. Oui. En tout cas, ils l'affichent. Oui, ouais, oui. Ça, oui, bien sûr. La science, elle sert elle sert de caution morale et de caution de sérieux, effectivement, à tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec elle. Non, c'est assez passionnant. Je crois que nous avons des auditeurs. Oui, ça appelle au 0826 300 300. On a Julien qui nous appelle de Marseille. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour André. Bonjour André. Justement, la science, on peut la tordre de la façon dont on veut. Et le problème, c'est que c'est plus de la science, là, c'est de l'idéologie. Vous prenez par exemple, on ne pense jamais à parler, par exemple, des choses qui ont été des carottes glaciaires. L'étude EPICA, qui a été faite en partie par le CNRS, qui vous prouve que sur les 800 000 dernières années, vous avez toujours eu des changements climatiques et que les taux de CO2 sont variables, que la planète se réchauffe et se refroidit. Mais seulement, on va vous dire, comme a dit votre invité, que l'homme, maintenant, est tellement supérieur et capable de causer tout sur une planète que c'est nous qu'on en est responsable. Alors que naturellement, c'est des choses... Et je pense que c'est tordre le bras à la science que de faire croire à des gens que les responsables sont uniquement les humains, alors qu'on n'a aucune... Je trouve qu'on est des fourmis sur un système qui... Il y a trop de variables pour pouvoir dire que c'est nous. Et fondamentalement, que ce soit les rythmes, comment on appelle ça, les cycles solaires, il y a trop de choses qui rentrent en compte, même pour que le GIEC puisse calculer quelle va être la montée de la température. Il y a trop de variables. C'est incalculable. Benoît Ritaud. Effectivement, c'est un des problèmes, si on veut reformuler cette idée-là, effectivement, c'est le problème qu'on a avec la façon du GIEC de traiter la façon qu'on a aujourd'hui globalement de regarder le climat, c'est une façon monocausale. C'est-à-dire comme si, effectivement, il y avait qu'une seule variable à regarder, c'était ce que nous émettons en CO2, et que le reste était considéré comme variabilité naturelle, pas très importante, pas très significative à moyen terme. Et en général, quand on est réduit à ça... on regarde l'effet de serre et le reste n'existe pratiquement pas. Oui. Et effectivement, ce que vous dites, monsieur, est exact. Sur les carottes de glace montrent qu'il y a une forte variabilité climatique historique, à des périodes même encore plus longues éventuellement. Et en l'occurrence, les carottes de glace ont même montré que les températures précédaient le CO2. C'est-à-dire que aller à ces échelles-là, d'abord la température évolue et ensuite le CO2 l'accompagne. Et aujourd'hui, on essaye de nous faire croire on pense on veut penser, on veut croire à tout prix que ce serait le contraire et que ce serait le CO2 qui piloterait. Que c'est le CO2 qui piloterait la chose, oui. Julien, vous vouliez ajouter quelque chose ? Ça fait que 200 ans qu'on mesure les températures. Je sais pas. Si on prend compte 5 milliards d'années et que 200 ans, c'est même pas un battement de cils dans une journée. 200 ans, ce n'est rien. On ne peut pas juger d'un climat sur 200 ans. Quand on sait que le vin gelé dans le verre de Louis XIV, que par exemple les Mayas sont morts la civilisation Maya a disparu. On vous entend mal, Julien, on vous entend mal, c'est haché. Hein. Mais oui, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été passées dans les siècles passés et qu'on ne prend pas en compte aujourd'hui, simplement. Merci Julien. Merci à vous. Benoît Ritaud, au fond, vous parliez des mythes et des légendes, etc. C'est intéressant. Est-ce que, au fond, est-ce que ces mythes, est-ce que ça accompagne tous les mouvements un peu, parce que c'est un mouvement planétaire, là, franchement, ça concerne occidental, vous l'avez dit, vous avez peut-être, mais vous n'avez pas tort de dire que c'est plutôt l'Occident qui est considéré. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand on en arrive. Alors là, je voudrais parler un peu du militantisme. Est-ce que quelque part, chez certains, je dis pas tous, encore une fois, il y a dans les gens de bonne foi, mais même les gens de bonne foi, est-ce que ça peut pas s'apparenter à des sectes? Je prends l'exemple, par exemple, des gens qui vont maculer des tableaux à la National Gallery de Londres en disant, voilà, Stop Oil, vous savez, ces associations, ceux qui mettent les mains, qui empêchent l'autoroute et les automobilistes de passer au nom de la pollution, etc., 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 et tous les gens qui descendent, voilà, après, à la suite de Greta Thunberg, mais il y en a des milliers, voire des millions d'autres. Est-ce que c'est un phénomène sectaire, et après tout, peut-être au bon sens du terme, s'il y en a, ou c'est un phénomène, effectivement, où on se cherche des causes, on ne sait pas très bien, actuellement, la gauche, la droite, tout ça, c'est un peu en désuétude, enfin, le narratif n'est plus du tout le même. Est-ce qu'on se cherche des causes? Est-ce que là aussi, il n'y a pas un phénomène, et ça fait partie des légendes mythiques, des sectes, comme il y a eu depuis des millénaires?
Alors, il y a beaucoup de causes. Je crois que aussi bien on peut pas réduire le climat simplement au CO2, aussi bien on peut pas réduire ce grand mouvement autour du climat à juste un élément d'explication. Et en vrai, il faudra longtemps avant qu'on arrive à comprendre. On est en train de donner du travail aux futurs historiens des sciences. Là, ils vont avoir de quoi s'occuper dans les labos du 21e siècle et au-delà. Effectivement, pour l'aspect purement sectaire, ça existe. Et effectivement, Just Stop Oil est un bon exemple. Parce que c'est une émanation d'un autre mouvement assez connu qui est Extinction Rebellion. Ah oui. Parce que Extinction Rebellion, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est produit il y a quelques mois, dont on n'a évidemment pas parlé en dehors de cercles un peu critiques. C'est Zion Lights, qui était la porte-parole officielle du mouvement au Royaume-Uni, qui a quitté le mouvement et qui a publié une tribune dans un média américain pour expliquer ce qui se passait derrière, ce que c'était que Extinction Rebellion en vrai, et notamment en effet des dérives sectaires assez nettes où on prie pour la planète, où le fondateur, donc Roger Hallam, se considère comme un prophète, et l'annonce comme ça, vraiment un gourou. Donc il y a toute une organisation sectaire selon celle qui en était porte-parole et qui a fini par claquer la porte quand elle a repris ses esprits en quelque sorte. Donc ce sont des choses qui existent, oui. On va continuer de prendre vos appels. Après cette courte pause, on sera avec Louis qui nous appelle depuis Valence. À tout de suite sur Sud Radio. Dernière ligne droite dans Berkov dans tous ses états, toujours avec Benoît Ritaud. Et puis nous sommes avec Louis qui nous appelle depuis Valence. Salut Louis. Bonjour Louis. Bonjour. Moi, je vous appelle parce que je suis jeune ingénieur en mécanique aéronautique. Oui. Donc, j'ai la trentaine d'années et on va dire il y a 4 ans, j'étais pas particulièrement sensibilisé aux problématiques climatiques. Cependant, je me suis renseigné personnellement et je suis pas d'accord avec ce qui est dit aujourd'hui. Quand on dit qu'il n'y a pas de consensus scientifique, pour moi, ce qu'on appelle un consensus scientifique n'est pas un consensus humain, mais c'est des réalités scientifiques issues de travaux scientifiques qui corrèlent vers une hypothèse en fait qui s'avère qui s'avère justifiée. Quand on dit qu'il y a un réchauffement qui est naturel, aujourd'hui, ça a été montré avec des modèles numériques complexes et qui simulent, on va dire, une réalité climatique qui montre que le réchauffement est d'origine anthropique et humaine. Et donc qui corrèle avec la cinétique qui est aujourd'hui importante, c'est-à-dire qu'on réchauffe très vite par rapport à ce qui a été fait historiquement dans l'histoire humaine et que ça va poser un problème pour l'agriculture, pour l'habitabilité de certaines parties du monde. Donc pour moi c'est important d'enseigner ce savoir ou bien cette hypothèse scientifique qui s'avère très probable à la population. Alors, Benoît Ritaud, donc oui, ce que dit Louis, voilà, il y a quand même un réchauffement, on le dit scientifiquement, il y a quand même un consensus. Alors, vous lui répondez quoi? Merci à Louis déjà. Oui. Alors il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout parce qu'il faut répondre à chaque chose sur le rôle des modèles, donc peut-être sur le consensus parce que c'est vraiment ça revient à nouveau pour illustrer le poids du cartel de recherche et le caractère factice du consensus. Un exemple tout récent, c'est celui d'un scientifique américain qui s'appelle Peter Brown, qui a monté un coup assez fabuleux. Il a fait publier dans Nature, donc la plus grande revue scientifique, un article dit corrélant les feux de forêt au changement climatique. Et il le publie. Et Nature le publie. Nature le publie. Oui. Et 5 jours après, il dit dans la presse: j'ai fait publier cet article sachant qu'il était excessif, sachant que je n'ai pris que le climat, parce que je savais que c'était comme ça que j'arriverais à le publier, parce qu'en réalité, sur les questions de feux de forêt, le climat n'est qu'un paramètre parmi d'autres, pas forcément le plus important d'ailleurs, mais je savais que si je voulais être publié, j'étais obligé de faire ça. Donc il a démontré, en arrivant à publier un article dans Nature quand même, c'est pas juste un petit coup comme ça en passant, il y a quelque chose qui n'est pas un consensus, mais qui est une sorte de pensée unique obligatoire qui affaiblit la science. Mais par rapport à ce que dit Louis sur l'influence humaine, vous savez, on en a parlé, il dit oui, mais enfin il y a quand même un certain nombre de faits
dit Louis, et puis il n'est pas le seul, qui montre que quand même, on ne peut pas dire que l'influence humaine n'existe pas ou elle n'existe que très peu dans ce réchauffement climatique. Alors, on peut discuter. La responsabilité humaine, elle peut être partielle, elle peut être perdue dans le bruit de fond de la nature. Il peut y avoir des discussions là-dessus, c'est tout à fait normal. On ne peut pas démontrer ça avec un modèle. Parce que les modèles actuels, ils sont pas tellement faits pour faire des pronostics. On peut reconstituer le passé, mais comme il y a énormément de paramètres, on peut toujours ajuster les paramètres un peu pour faire coller au passé. Ça ne veut pas dire, vous devez connaître, si vous êtes un ingénieur en aéronautique, vous devez connaître la différence entre un modèle descriptif et un modèle pronostic. Et on est plutôt dans les modèles descriptifs ici, et descriptifs du passé, pas forcément de l'avenir. On a des données qui sont des données récentes, des données très jeunes. C'était l'intervenant précédent qui disait avec raison, on a des données de température depuis 150, 200 ans, pas beaucoup plus loin. Après, ça devient des reconstitutions avec des barres d'erreur très grandes. Donc, on n'est pas capable, en fait, de dire si les évolutions qu'on voit aujourd'hui sont inédites ou pas. Personne ne peut dire si en moins 5000, il a fait plus chaud qu'en moins 4900 ou si on a eu un petit réchauffement. On n'a pas la précision nécessaire pour reconstituer des courbes aux échelles annuelles ou décennales à des périodes du passé. On va, Louis, on reprendra ça et avec Benoît Ritaud, parce qu'effectivement, on arrive un peu en fin d'émission. Pierre, si on peut le prendre, mais très rapidement. Merci Louis de nous avoir appelé. On accueille Pierre de Nice. Bonjour Pierre. Pierre, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Merci à votre invité parce que, alors, figurez-vous que, c'est vrai que ça tombe à point nommé pour moi, la critique qu'il fait à votre antenne, de la perception des causes du réchauffement. Et parce que, moi, les causes, je ne les connais pas. Mais si vous voulez, j'étais plutôt gagné, effectivement, à la thèse qui dit que donc, c'est l'être humain avec ses émissions de carbone, etc. Ok, mais moi, alors, je sais que je suis peut-être un petit peu paranoïaque, mais comme on dit, même les paranos ont des ennemis, quoi. Et je pense que quand même, il y a une grosse opportunité économique pour des tas d'industries, et ça, on n'en a pas parlé dans l'émission. Et j'ai essayé, mais non. Oui, je comprends Pierre ce que vous voulez dire. On arrive en fin d'émission, mais c'est vrai, je crois qu'on a un peu abordé cela, mais juste un mot. Par rapport, et je crois qu'il y a des enjeux économiques énormes et des enjeux de rentabilité énormes, Benoît Ritaud. C'était pas le sujet de votre livre, mais est-ce que vous m'avez dit juste, on va terminer là-dessus, vous dire ce qu'il faut aujourd'hui, on ne va pas résoudre le problème et éliminer nos adversaires, il ne s'agit pas d'adversaires, mais vous dites qu'il faut réagir avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que le réel va finir par revenir. D'ailleurs, il est en train de revenir. L'adhésion à la thèse du réchauffement causé par l'homme est en train de chuter partout, en France, aux États-Unis, un peu partout. Les retours sur investissement commencent à se faire attendre sur tout ce qui est transition énergétique, etc. Ça commence à coûter très cher et on commence à le ressentir. La crise du prix de l'énergie est là pour nous le rappeler. On sait qu'elle a des origines très claires sur l'écologisme ambiant. Donc, on est en train de revenir à la raison. Et l'enjeu, c'est est-ce qu'on va y arriver à temps, c'est-à-dire avant que notre industrie ait été complètement délocalisée et qu'on n'arrive plus à la faire revenir, parce qu'aujourd'hui, selon quelqu'un comme Loïc Le Floch-Prigent, ce qui fait la délocalisation aujourd'hui, c'est plus du tout les conditions sociales dans d'autres pays, c'est la réglementation complètement délirante. Donc, est-ce qu'on se réveillera à temps? C'est ça la question. Voilà. Eh ben, écoutez, la question est posée. Est-ce qu'on se réveillera à temps? En attendant, lisez le livre de Benoît Ritaud. Et ce livre, Mythes et légendes écologistes, aux éditions de l'Artilleur, ça sort le 15 novembre prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir été avec nous.